aujourd'hui, pour l'émission Les gens comme vous, je reçois Thomas Guénolé. Bonjour. Thomas, bonjour. Alors, vous êtes politologue et professeur en géopolitique. Tout à fait. C'est bien ça? À la Schiller International University. D'accord. Alors, je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez eu, alors je ne sais pas si c'est récemment, en tout cas je vous ai entendu pas mal de fois récemment dans les médias, indiquer que vous êtes pro-palestinien. Tout à fait. Donc là, concrètement, vous avez dit au monde, voilà, mes positions sont celles-ci. Alors, il y a quelques temps, c'était encore un petit peu compliqué d'indiquer au monde qu'on était pro-palestinien parce qu'il y a tout un processus qui se met derrière, peut-être d'être traité d'antisémite. Alors dans mon cas, c'est quand même difficile puisque j'ai des origines ashkénazes, polonaises par ma mère, donc si vous voulez me traiter d'antisémite, ce serait un peu absurde. Vous pensez que c'est ça qui a fait que vous n'avez pas une déferlante derrière Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que ça fait partie des paramètres, bien sûr. Noam Chomsky est pro-palestinien et il n'est jamais qualifié d'antisémite pour des raisons évidentes, c'est qu'il est juif. Après... si vous m'avez entendu récemment, c'est parce que j'ai exprimé ma position pro-palestinienne récemment seulement. D'accord. Parce qu'il y a eu tout un cheminement pour moi, pendant plusieurs années, qui mélangeait plusieurs paramètres. Si vous voulez, je vous expose ça, mais je voudrais pas... Non, mais moi j'aimerais bien justement revenir sur la situation. Ma propre ligne sur le sujet a évolué, à la fois parce qu'il y avait à la fois en tant qu'intellectuel de gauche, en tant que politologue, géopolitologue, et en tant que, du fait de mes origines, par rapport à mes propres convictions politiques. Donc tout ça a interagi et a bougé et a fait que je me suis retrouvé à passer d'une position qui était plus d'être, de manière générale, pour la paix, avec une position très équidistante, voyez, renvoyant tout ça dos à dos, à non, je ne suis pas pour la paix, je suis pro-palestinien. Ça ne veut pas dire que je suis pour la guerre, entendez-moi bien. Mais on ne peut pas, de mon point de vue, quand d'un côté, il y a... comment vous dire ça ? Parce qu'on marche sur des œufs sur des sujets comme ça. La moindre mauvaise formulation va tourner en boucle derrière. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans ces discussions. Et donc, ce que je dirais, c'est que il y a une telle accumulation de crimes de guerre et de violations du droit international envers le peuple palestinien qu'il faut les soutenir. Et que c'est une évidence morale. Voilà. Mais j'ai mis du temps à en arriver à cette situation-là, parce que d'abord, je me sentais illégitime à me positionner dans l'espace public sur ce sujet. D'accord. Parce que je ne suis pas palestinien, je ne suis pas israélien, et donc je me sentais mal à l'aise à donner mon avis depuis la France, bien au chaud, etc. Mais après, je me suis dit non, au contraire, en fait ils ont besoin de renfort. Alors Thomas, sur la question israélo-palestinienne, sur le conflit, il date de combien de temps ? Moi, je pense que ça date de 100 ans à peu près. Ça dépend à quel moment on raisonne, parce que si vous voulez, il y a eu les phases successives d'installation sur cette terre-là qui en fait remontent à la préhistoire. Après, il y a eu un certain nombre de peuples, de cultures, de royaumes, d'empires, de toutes sortes, parce qu'il y a eu un royaume antique d'Israël, mais il y a eu aussi juste à côté un royaume de Judée qui n'était pas le même. À une époque, c'était babylonien, à une époque, c'était assyrien, à une époque, c'était romain byzantin. Enfin, byzantin, les inappropriés, l'empire byzantin, ça n'a jamais existé, mais l'empire romain d'Orient, en fait, a été dans ce coin-là. Vous avez la période ottomane, vous avez les royaumes croisés, c'est-à-dire la période des croisades. C'est un conflit à cet endroit et qui a duré longtemps. Vous avez la période ottomane avec des communautés qui restent de telle ou telle époque, c'est-à-dire qu'après vous avez une espèce de millefeuille intercommunautaire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de juifs qui sont partis, mais vous en avez qui sont restés et qui sont devenus une communauté ancestrale là, qui peuvent dire je suis là depuis longtemps, mais vous avez des musulmans aussi, et puis vous avez des chrétiens de toutes sortes qui sont là aussi, ça remonte entre autres aux croisades, et puis si on vient à des époques plus récentes, on peut considérer que le sionisme c'est la fin du 19e siècle. D'accord. Et que le nationalisme arabe, au sens strict, c'est-à-dire vouloir une nation arabe à tel ou tel endroit, on peut considérer pareil que c'est en gros à la fin du 19e, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais c'est vrai que les paramètres principaux du conflit actuel remontent en fait aux années 1920, quand vous avez eu d'une part pendant le mandat britannique en fait. Pendant le mandat britannique, vous avez eu des promesses contradictoires, on a tendance à l'oublier, de la part de l'autorité coloniale,
britannique, c'est-à-dire de prendre des engagements vis-à-vis de la communauté juive sur place, dans ce qui s'appelait à l'époque la Palestine, c'était le mandat britannique en Palestine, et d'autre part de faire un certain nombre de promesses à la population arabe, c'est-à-dire en fait palestinienne, sur place également. Et pendant ce temps-là, vous avez des incidents intercommunautaires qui se multiplient, notamment parce que vous avez de plus en plus de personnes de confession juive qui sont sionistes au sens politique du terme, c'est-à-dire veulent créer un État juif en Palestine, du fait de ce qui a été du mouvement international qui a été lancé fin 19e siècle là-dessus, et vous avez des tensions intercommunautaires qui se multiplient, c'est-à-dire qu'il y a des morts. Et dans ce contexte-là, Londres ne sait pas trop comment se dépêtrer de ça, en réalité. Et puis, ils finissent dans un contexte de repli général de leur possession coloniale, parce qu'ils sortent de la Seconde Guerre mondiale complètement exsangues. Ils décident en fait de se débarrasser du problème. Et comment ils décident de se débarrasser du problème? En accordant l'indépendance à ce territoire-là. C'est à peu près à la même époque qu'ils accordent l'indépendance à l'Inde et à un certain nombre d'autres colonies. Enfin là, c'est pas une colonie, c'est un mandat, mais en gros, c'est pareil. Et dans ce contexte-là, les militants sionistes vont au bout de leur démarche, et donc c'est une réussite, c'est un succès, c'est qu'ils proclament l'indépendance de l'État d'Israël. Sauf que, et dans un cadre général qui est celui des Nations Unies, puisque c'est reconnu et encadré par les Nations Unies, avec un partage des terres entre eux, parce que si vous voulez, vous avez au moment où c'est fait, vous avez une communauté juive importante, c'est pas contestable, elle est là, elle existe, et vous avez une communauté palestinienne, j'entends par là arabe, qui est là aussi. Et donc il s'agit d'un problème de partage des terres en réalité. Et dans ce contexte-là, vous avez un certain nombre de pays arabes autour qui vont refuser l'existence de cet État-là, qu'ils vont considérer comme une colonisation inacceptable par des gens qui ne devraient pas être là. C'est leur point de vue, là je suis dans l'analyse. Et donc vous avez une première séquence dans la phase contemporaine qui est une succession de guerres israélo-arabes, généralement gagnées par Israël. Enfin non, pas généralement, il n'y a qu'une seule fois où ils ont failli perdre face à l'Égypte, et toutes les autres fois, ils ont gagné assez largement, notamment parce qu'ils avaient le soutien des États-Unis, militaire, économique, etc. Et dans une dernière phase, qui est la phase actuelle, les pays arabes se sont en réalité progressivement désengagés l'un après l'autre du soutien à la cause palestinienne. Et donc ça se règle, ça c'est en train d'avancer entre Israël et la Palestine, dans une situation qui moi me fait beaucoup penser à la situation de l'Afrique du Sud à une époque en réalité. Et dans ce contexte-là, à l'heure actuelle, il y a eu un moment, une occasion manquée, qui était vraiment un très très bon plan de paix, qui était les accords d'Oslo. C'était vraiment un très bon accord. Et j'ai une immense admiration, moi, pour Yitzhak Rabin. Parce qu'il a vraiment porté avec son autorité à lui, son autorité politique et son autorité d'ancien chef militaire, il a vraiment porté cet accord. Arafat aussi est admirable parce que lui aussi c'est un ancien homme chef de guerre. Le Arafat des années 70, c'est pas un vieillard paisible, c'est vraiment on le qualifierait de terroriste aujourd'hui. Oui, le Arafat des années 70. Vous voyez, on se souvient de son discours sur ne laissez pas tomber l'olivier. Voilà. Il avait fait un discours. Et Yitzhak Rabin fait un discours à un autre moment en disant, en gros, je paraphrase parce que je ne le connais pas par cœur, mais je trouve ce discours vraiment magnifique. Et donc c'est tellement triste qu'il ait été assassiné par un extrémiste religieux juif, où il dit, nous qui avons pleuré nos morts, qui avons eu beaucoup de morts, nous disons à vous qui avez pleuré vos morts et qui avez eu beaucoup de morts, ça suffit à cette tuerie. Et ça, je trouve ça, j'ai des frissons rien que à vous le dire, je trouve ce truc, vraiment, cette tirade vraiment magnifique. Et donc, ça commence à se détraquer entre le milieu et la fin des années 90, et le principal responsable politiquement, c'est Netanyahou. Je suis évidemment pas anti-Israël, en revanche, je suis très 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 anti-Netanyahou. Je pense que c'est un criminel de guerre, enfin je constate que c'est un criminel de guerre, et je pense qu'il doit être jugé par la Cour pénale internationale pour ses nombreux crimes de guerre sur des civils palestiniens, libanais, etc. D'ailleurs, il est poursuivi et j'espère vraiment qu'il y aura des suites. Je pense la même chose sur les cadres dirigeants du Hamas, pour être clair, qui doivent être jugés par la CPI pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Simplement, je pense qu'il ne faut pas être borgne quand on regarde les crimes de guerre commis par les uns et les autres. Vous voyez, c'est important.
Cela rappelait, en fait, Netanyahou, si vous voulez, on rentrera dans les détails, mais sinon j'en reste là-dessus, il a vraiment, méthodiquement, saboté la mise en œuvre des accords d'Oslo. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a à chaque fois, d'une part, favorisé par diverses méthodes les forces les plus radicales et les plus extrémistes du côté palestinien. À émerger, oui. C'est connu maintenant, c'est documenté. Voilà. Etc., oui. D'autre part, il a utilisé une méthode qui est bien connue pour saboter une négociation, c'est que vous mettez des préalables, vous multipliez les préalables sur le fait que vous fassiez votre part du marché. Il y a eu un accord qui a été signé, mais vous commencez à dire, oui, alors pour que moi j'applique ma part, il faut d'abord que toi tu fasses ça. Mais c'est pas ce qui était dans l'accord. Oui, mais j'y tiens. Et ça va être, avant ça, il faut que vous déposiez il faut vous désarmer complètement. Et le mec va dire, écoute, j'ai pas confiance, je vais pas me désarmer. Dans ce cas-là, on bouge plus, par exemple. Ou alors, ça va être, il faut que je puisse d'abord éliminer entièrement tel ou tel groupe. Non, si tu élimines tel ou tel groupe, on n'a plus de rapport de force et tu vas nous rouler dessus, j'ai pas confiance. Dans ce cas-là, on bouge plus, etc., etc. Vous voyez ? Donc, et maintenant, à l'heure où nous parlons, la principale raison pour laquelle les Palestiniens s'en prennent plein la gueule, à mon avis, c'est que il n'y a aucune grande puissance dans le monde qui soutienne la Palestine. La meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est qu'une grande puissance capable, sinon d'être légale, mais en tout cas de rivaliser avec la puissance mondiale américaine, prenne fait et cause pour la Palestine. Voilà. On n'en prend pas le chemin à l'heure actuelle, malheureusement. Soutiennent dans quel sens? C'est-à-dire se déclarer soutiennent, ou alors... Non, soutiennent la Palestine. Non, parce que des soutiens diplomatiques, il y en a déjà. La Chine, la Russie, un peu l'Inde, etc. Non, là je vous parle d'un soutien comme les États-Unis soutiennent Israël. C'est-à-dire un soutien économique et militaire. Là, il y aura un changement. Parce que l'Iran n'est qu'une puissance régionale, et elle pose d'autres problèmes, puisque c'est une puissance islamiste. Donc c'est une puissance, qui pousse dans une certaine direction idéologique, qui, à mon avis, est malfaisante. Si vous voulez, moi j'assume complètement d'être vraiment anti-Hamas, comme je suis anti-Netanyahou, et d'être franchement pro-Fatah. Voilà, moi, la Palestine que j'aime, c'est la Palestine d'Arafat. Et l'Israël que j'aime, soit dit en passant, c'est l'Israël dans lequel vous avez... un demi-million de manifestants à Tel Aviv qui disent qu'ils veulent un accord de paix immédiat avec une négociation pour libérer les otages. Voyez ? Parce qu'on oublie que Netanyahou n'est pas Israël. Voyez ? Ça, c'est très important de le souligner en boucle. Il y a un peuple, et dans ce peuple, il y a des gens, en fait, qui sont d'accord avec moi. Voyez ? Et par rapport justement au projet de Netanyahou... C'est pas clair, son projet. C'est pas clair, parce que là, pour le coup, on se dit, la Palestine, mais bon, ça dure depuis longtemps, mais il y a quand même un projet dessous. Oui, il y a un projet de... On grappille petit à petit les terres, etc. Alors, pas à Gaza. Il y a clairement une volonté de s'emparer complètement de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. Ça, c'est... Oui, clairement. Mais manifestement, ce n'est pas le cas à Gaza. Il n'y a pas de volonté de s'emparer de Gaza, il y a une volonté d'installer en fait un gigantesque Bantoustan. C'est comme ça qu'on appelait pour les gens qui connaissent pas le sujet et qui nous regarderaient, les Bantoustans, c'était les immenses ghettos de Sud-Africains noirs dans lesquels donc cette population était parquée par la classe dirigeante et l'ethnie, en fait, l'ethnie au sens sociologique, de peau blanche qui dominait, dirigeait et exploitait en fait l'Afrique du Sud. Mais si ça pouvait être le cas, c'est plus le cas là, parce que pour le coup, il n'y a plus rien maintenant. Alors, bonne question, c'est-à-dire qu'on peut considérer maintenant que Gaza, c'est un tas de ruines, effectivement, c'est un constat factuel. Simplement, c'est pas parce que c'est un tas de ruines qu'il n'y a plus d'êtres humains qui s'y trouvent. Il y en a encore. Bien sûr. Et donc, on peut considérer que c'est un Bantoustan, oui. Moi, alors, il y a des gens, il y a des activistes pro-palestiniens qui disent et répètent que c'est un camp de concentration à ciel ouvert. Je pense que c'est une immense erreur de formuler les choses comme ça. Pourquoi ? D'abord parce que au sens strict, c'est pas vrai, c'est pas un camp. Il y a un blocus, c'est vrai, mais c'est pas un camp. C'est pas ça un camp. Mais qu'est-ce que c'est alors ? C'est un Bantoustan. Le parallèle avec, ce que je veux dire par là, c'est que le parallèle avec les camps de concentration des nazis, parce que c'est ça en fait, ne tient pas la route factuellement. Et donc, ça se voit que c'est de la propagande au sens, une façon d'habiller la réalité pour la rendre la plus percutante possible. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Alors que quand vous dites que c'est un Bantoustan, c'est-à-dire un gigantesque ghetto, comme ce qui a pu exister en Afrique du Sud, là vous avez raison. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec
feu le grand historien britannique Eric Hobsbawm, qui lui comparait très naturellement la situation en Israël-Palestine avec la situation sud-africaine. Et je pense que c'est ça, comme ça qu'il faut l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre population, en France et ailleurs dans le monde en réalité, qui sont suffisamment vieux pour se souvenir de l'époque où il y avait l'Afrique du Sud. On est encore nombreux à avoir déjà été conscients à l'époque et à se souvenir de ça. C'est pas encore un truc dans l'histoire, c'est encore dans notre présent récent. Voyez, moi j'étais enfant et début d'adolescence, il y avait l'Afrique du Sud de l'apartheid. Voyez, et donc c'est ça le bon élément de comparaison, c'est ça, parce que ça permet de dire derrière de manière objective, si c'était inacceptable en Afrique du Sud, pourquoi ce serait acceptable en Israël-Palestine? Et donc c'est ça la bonne comparaison. Parler de camp de concentration, c'est troller en réalité. Voyez, c'est une très mauvaise approche. Bon, moi je parlerais de prison à ciel ouvert. Moi je serais plutôt d'accord avec cette. Prison à ciel ouvert, ce serait, oui, bah oui, puisque c'est un blocus. Ça marche bien. Mais camp de concentration, c'est vraiment stupide, en fait. Moralement, ça pose problème parce que non, c'est pas pareil. Factuellement, c'est faux. Et en termes de communication, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Parce que pour le coup, là, Netanyahou, on ne sait pas ce qu'il veut, jusqu'où il va aller, parce que Gaza, la Palestine qui a été colonisée un peu de partout, et on le voit aujourd'hui, en plus, il y a des projets de construction à certains endroits, enfin, c'est quand même assez ignoble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaite? Alors, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui extrapolent, etc. Moi, si vous voulez, j'ai une formation scientifique, j'essaie de rester carré. Sinon, j'apporte juste de l'opinion, vous voyez, et c'est pas très utile. J'apporte des analyses pour que les gens se fassent leur opinion. Et là, en l'occurrence, on n'a pas de but de guerre exprimé par Netanyahou. Il dit « j'irai jusqu'au bout ». Jusqu'au bout de quoi? Quels sont les buts de guerre? Il ne les a jamais exprimés. Le seul but qu'il ait exprimé assez tôt dans le conflit actuel, hein, pas au sens historique, conflit actuel, la séquence actuelle, c'est nous allons tout faire, nous allons nous battre pour récupérer nos otages, mais à l'évidence, ce n'est pas ça le but de guerre, puisque ce qu'il fait éloigne objectivement la possibilité de retrouver un maximum d'otages en vie. Donc c'est pas ça le but. Il y a même je constate, si vous voulez, qu'il y a une volonté cynique en l'occurrence de tirer un trait sur les otages en question et de chercher d'une part la vengeance et d'autre part, et non pas le fait de les récupérer, et d'autre part quelque chose qui ressemble à une instrumentalisation particulièrement cynique du sort des otages pour pouvoir marquer des points dans la démarche plus générale de Netanyahou dans la région. Alors, jusqu'où ira-t-il? Je ne sais pas, et je pense que, à ma connaissance, personne ne le sait, sauf lui, et personne n'est dans sa tête. Donc à un moment, il faut avoir la sagesse, à mon avis, d'accepter qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est d'autant plus inquiétant. Mais si on m'avait dit il y a 6 mois, vous savez quoi, il va taper le Liban, et dans des proportions pareilles, je vous aurais pas cru. Je vous aurais pas cru sur l'idée, ah bah tiens, pour éliminer Nasrallah, il va raser un quartier, et il va faire plus d'1 millier de morts civils. Je vous aurais pas cru, je vous aurais dit non. Là, en termes de crimes de guerre, ça va trop loin. Je ne parle pas du fait d'exécuter Nasrallah, ça on peut en débattre, de l'exécution extrajudiciaire, moi je ne suis pas du tout pour ça, mais ça fait l'objet de débats dans les classes dirigeantes des différents pays, parmi les intellectuels, etc. Ça c'est un sujet. Mais l'idée, on va faire un tapis de bombe sur un quartier, il va y avoir maintenant, on n'en est même plus à 1500 morts, on en est encore au-delà, parce que les morts s'accumulent. Donc... là, la question se pose beaucoup moins. C'est un crime de guerre et par conséquent, il faudrait qu'il soit jugé pour ça. Alors, pas que lui d'ailleurs, pas que lui, mais essentiellement lui, puisque l'armée israélienne, contrairement à ce qu'on dit, l'armée israélienne elle-même est partagée sur ces sujets-là, mais elle obéit aux ordres, puisque c'est l'armée. Partagée ? Partagée, oui, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords en interne. D'accord. Sur la stratégie militaire, parce que quand vous vous placez d'un point de vue israélien, vous pouvez être contre cette stratégie pour des raisons morales, pour des raisons de droit international, pour des raisons éthiques, mais vous pouvez aussi être contre cette approche pour des raisons stratégiques, de stratégie militaire. C'est de dire, en fait, ça va nous rapporter beaucoup moins à tout point de vue que ce que ça va nous coûter. Et il y a des militaires qui pensent ça, il y a des militaires qui l'ont dit,
Et je le sais parce que l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui n'est pas vraiment, qui est pas vraiment un bisounours, hein. On parle de quelqu'un qui a été parmi les cadres dirigeants pendant la guerre du Liban dans les années 80, c'est ça, Ehud Olmert. Hein. On parle de l'ancien bras droit d'Ariel Sharon. On parle aussi de quelqu'un qui a été Premier ministre pour l'opération, je crois que c'était Plomb Fondu de mémoire. Je sais plus, je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, il a mené une guerre lui-même, une intervention militaire au Liban dans les années 2000, quand il était Premier ministre. Et lui a dit publiquement: toutes les voix dans l'univers militaire israélien qui sont contre la stratégie de Netanyahou sont placardisées, marginalisées, etc., pour prendre la ligne la plus dure possible, à la fois envers l'adversaire, mais aussi envers les civils. Et Ehud Olmert fait partie des gens qui sont absolument contre ça, et je suis d'accord avec lui. Vous voyez, et donc, il existe une dissension, sinon vous n'auriez pas 1,5 million de personnes en train de manifester à Tel Aviv, et qui sont des Israéliens. Oui, bien sûr. Vous voyez. Donc, mais est-ce qu'il n'est pas visible en fait maintenant son projet, parce que l'objectif non, pour l'instant ça ressemble à une fuite en avant. C'est ça mon problème aussi, c'est que ça ressemble à une fuite en avant qui est de taper sur tout ce qui est possible parmi ses adversaires en se disant bah là je suis dans une séquence où je peux le faire. Mais c'est pas après d'élargir les territoires non plus, parce que pour le coup c'était la volonté de base d'avoir un État israélien, et puis après finalement Alors la volonté de Netanyahou de coloniser la Cisjordanie, oui, elle est incontestable. Est-ce qu'il veut aller au-delà, c'est-à-dire au Liban? Je ne sais pas. La volonté d'éliminer physiquement le Hezbollah, elle est manifeste. Est-ce qu'il veut étendre Israël dans cette direction? J'ai pas d'éléments qui me permettent de l'affirmer. Parce que là, on part sur le même narratif. On avait commencé comme ça en Palestine, avec on veut éliminer le Hamas, et là, pour le coup, on tape sur les hôpitaux, sur les écoles, etc. Et là, on repart sur le même narratif au Liban. On veut éliminer Hezbollah, mais en même temps, là, on va taper là où il y a des civils. Oui, mais votre question, c'était est-ce qu'il y a une démarche, un projet de colonisation israélienne au Liban? De s'agrandir un petit peu. Je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer, donc je ne vais pas l'affirmer. Et j'ajoute en plus que dans les années 80, Israël a occupé le Liban et n'a pas installé de colonie. Vous voyez? Donc ça ressemble plus à une logique de zone tampon. Après, ce qui est en train de se passer vis-à-vis de l'Iran est inquiétant, bien sûr. Là, on entre sur des considérations géopolitiques qui sont plus complexes à analyser, parce que derrière l'Iran, vous avez la Russie, derrière la Russie, vous avez la Chine, etc. D'accord. Alors que derrière Israël, vous avez les États-Unis. Oui. Donc, oui. Est-ce que Israël se défend? Alors... actuellement. Pardon? Est-ce qu'Israël se défend? Alors, non. Israël... Alors, je préfère dire le gouvernement Netanyahou, parce que ça évite la confusion. Je pense que c'est important. Et donc, quand on dit le génocide perpétré par Israël, je préfère quand on dit le génocide perpétré par le gouvernement Netanyahou. Vous voyez, ça me paraît plus rigoureux. Et ça permet d'empêcher Netanyahou, qui est un criminel de guerre, de prétendre qu'il est Israël. Alors que c'est faux. De la même manière que le Hamas n'est pas la Palestine. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'Israël se défend ? Le contre-argument à ça, c'est le concept de riposte proportionnée. Israël a un droit évident et incontestable en termes de droit international, c'est vraiment pas contestable, et même moralement, Israël a le droit à la légitime défense. Absolument. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance, parfois quand on est pro-palestinien, on a tendance à l'oublier. Évidemment, quand Israël se prend une vague de prise d'otages et de meurtres et de tortures sur ses habitants, ils ont évidemment un droit à la légitime défense. Mais ce droit est proportionné. Et ça veut dire que quand vous avez au moins 70% des victimes de ce conflit qui sont des victimes civiles, non, vous n'êtes pas dans une riposte proportionnée. Vous êtes dans un massacre. Et ça, vous n'avez pas le droit. Vous voyez ? Par ailleurs, quand vous occupez un territoire qui n'est pas à vous, qui est le territoire de la Palestine, qui est un État souverain occupé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies qui dit la Palestine, c'est Jérusalem-Est, Cisjordanie, Gaza. C'est ce qu'elle dit. Et donc, c'est une occupation illégale par Israël, et donc Israël doit s'en aller. Il n'y a pas, oui, mais à telle condition. Non, t'es pas chez toi, tu t'en vas, de base. Et même quand tu es en légitime défense, ça ne te donne pas le droit d'occuper un pays voisin, ce n'est pas vrai. On n'a jamais vu ça, vous imaginez un peu ? Oui. Et pareil, il y a des gens en France qui réfléchissent pas, à mon avis, sur
Oui, bon, Nasrallah, d'accord, mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs. En gros, c'est ça l'idée. Oui, bah vous imaginez, demain, vous avez une cellule terroriste palestinienne, enfin palestinienne, Hamas en l'occurrence, ou Hezbollah, qui se serait installée en Seine-Saint-Denis. Je dis Seine-Saint-Denis parce que le cas s'est produit, d'avoir une cellule terroriste islamiste en Seine-Saint-Denis. C'était le cas au Bataclan. Et vous imaginez, et là, Netanyahou va vous dire, bon les gars, désolé, là je vais raser la moitié de Saint-Denis, parce que vous comprenez, il faut que je les tape. Non. Vous voyez ? Oui. C'est pourquoi ce qui est évident pour la France ne le serait pas pour le Liban. Et il y a d'ailleurs à cet égard un problème d'invisibilisation des morts civils libanais dans le traitement médiatique, comme si on s'en foutait quand c'est des Libanais qui meurent, qui est encore plus grave en termes d'intensité, entendez-moi. Il est encore plus prononcé que l'invisibilisation des morts palestiniens. Ah bon, pourquoi ? Je dis que c'est encore plus prononcé parce qu'on en parle encore moins. C'est ça que je veux dire. Après, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le problème des morts au Liban, des morts civiles au Liban, est plus grave que celui en Palestine. Non, puisque quantitativement, d'abord, comparer le nombre de morts est toujours délicat. Et ensuite, si on accepte de les comparer, il y a quand même une grosse différence, puisqu'on en est probablement à 100 000 morts à terme. Enfin, à court terme, là, parce qu'il y a les morts indirectes, et puis il y a des gens qui sont blessés, mais qui vont mourir, là où on parle. Donc, les estimations raisonnables, c'est qu'on va être à 100 000. Tu parles de Palestine ou Palestine, rien que pour Palestine. Au Liban, on est déjà à 1500, et on est probablement déjà au-dessus, mais je n'ai pas vérifié dernièrement les chiffres, donc je ne veux pas vous dire de bêtises à l'antenne. Pourquoi on arrête ce comptage ? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être un palier. Pourquoi les médias arrêtent le comptage à 40 000 ? Ça s'arrête là, 40 000, ça ne va pas plus haut. Alors que c'est évident qu'on n'est pas à 40 000. Parce que c'est la dernière estimation qui fasse consensus. C'est-à-dire que personne ne conteste 40 000, donc les médias reprennent systématiquement 40 000, parce que dès qu'ils disent plus, ils s'exposent à être emmerdés par telle ou telle faction dans le débat, en France ou ailleurs, ou faction dans le conflit, qui va dire vous êtes en train d'utiliser tel chiffre, donc vous êtes pro-un tel, anti-un tel, etc. Donc eux gardent la dernière estimation consensuelle disponible, parce que c'est une estimation sur laquelle aussi bien le Hamas que le gouvernement israélien ou les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, tout ce que vous voulez, ils sont tous d'accord sur le fait que c'est au moins 40 000. Après, les estimations maximales montent franchement haut, et c'est même au-delà de 100 000, mais vous avez une contribution, pas un article scientifique, attention, mais une contribution dans la revue médicale The Lancet, par des gens qui ne sont pas des pignoufs, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que sur les 3 auteurs, vous en avez un qui est un expert de santé publique, vous en avez une qui est une épidémiologiste, et un troisième qui est médecin également, et qui se sont contentés d'adresser un courrier au Lancet, et le Lancet l'a publié. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans cette revue, pour dire, mais je répète que ce n'est pas un article scientifique. Ils ont dit, si on applique les critères habituels d'estimation des morts directes et indirectes d'un conflit au cas actuel de la Palestine, avec les données qu'on a déjà, on va être à 100 000 morts minimum. C'est ça qu'ils ont dit. Donc ils ont donné une analyse argumentée et informée. Alors, et ce sont des professionnels de leur domaine. Donc je comprends qu'il y ait une volonté de défendre Israël à tout prix, qui est très présente chez un certain nombre de gens qui s'expriment dans ce débat, parce qu'en fait, ils aiment tellement le fait qu'Israël existe, que ça les conduit à défendre le gouvernement Netanyahou, ce qui n'est pas la même chose, envers et contre tout, même quand il est de plus en plus indéfendable. Et c'est un problème supplémentaire. Et ça, tu l'entends même de la part de médias. Enfin, normalement, en tant que journaliste, on devrait être assez neutre sur la question. Alors, et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, les médias doivent être neutres. Non, tout média a une ligne éditoriale. C'est pas du tout un problème, ça. Mais là, c'est tous les médias qui ont la même ligne éditoriale. Et donc, c'est pas un problème de ligne éditoriale, c'est un problème de manque de pluralisme du paysage médiatique. Ça, c'est vrai. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on fait pour avoir un paysage médiatique qui soit davantage pluraliste. Et ça, c'est une affaire de régulation et d'investissement. Alors moi, ma conviction depuis longtemps, c'est que puisque le paysage médiatique privé, spontanément, penche à droite et à l'extrême droite... Et à l'extrême droite, oui. Il y en a aussi qui sont juste libéraux, centristes, etc. Je dis juste que spontanément, leur point d'équilibre est à droite. Il faut donc que le service public audiovisuel penche à gauche pour équilibrer. Alors c'est déjà le cas en réalité. France Inter est une radio de centre-gauche, on ne va pas se mentir, et France Culture aussi.
France Info est légèrement à gauche, vous voyez, dans l'état actuel des choses, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. On ne peut pas citer de médias audiovisuels publics qui soient en France sur une ligne éditoriale de droite ou d'extrême droite. Ça n'existe pas. Ils sont de centre-gauche. À une époque, c'était plus à gauche que ça. Et à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est que certains médias qui étaient sur une ligne plus à gauche que ça, c'est-à-dire de gauche, quoi. Voilà, pas juste gauche modérée, de gauche. Pas d'extrême gauche, de gauche. Le redeviennent. Je pense parce qu'à une époque, c'était le cas de France Culture, de France 3 et d'un ou deux autres médias publics. Et donc, il faudrait que ça le redevienne pour qu'on ait cette parole-là qui parle à environ un Français sur 3, qui existe davantage. Parce qu'à l'heure actuelle, elle existe peu. Et il y a des médias indépendants qui essayent de remplir ce besoin. Je pense au Monde Diplomatique, je pense à Blast, je pense à Arrêt sur Image, je pense à Mediapart, etc. Mais ils le font en n'ayant pas du tout les moyens du service public audiovisuel, et donc ils ne peuvent le faire que dans certaines limites qui font beaucoup en fait de plateaux comment dire. En fait, il manque de moyens en permanence, quoi. Et donc il faudrait que France Culture, à mon avis, il faudrait que France Culture, France 3 et quelques autres fassent du Blast, du Mediapart, etc. Quitte même les incorporent en réalité, et qu'on ait ça dans le service audiovisuel public. On avait eu ça un moment. C'est ma conviction. On a eu ça un moment avant que les différents partis quittent les lieux, parce que je me rappelle, il y avait à un moment donné pas mal LFI sur les plateaux, etc. Et à chaque fois, il y avait une prise à partie comme ça qui était très intense, parfois même violente. Et je pense que c'est pour ça aussi que certains... Ça dépend de quel plateau on parle, en fait. Il y a des antennes qui ont une ligne éditoriale. Je parle de BFM. Je comprends. Alors, ça pose une autre question, en fait, qui est, faut-il, quand on est de gauche, et la question se pose aussi pour les pro-palestiniens, parce qu'en gros, ça se recoupe, on va pas se mentir. Enfin, même si Villepin est un très bon exemple, mais c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas l'ordinaire du genre. Donc, mais il y en a, j'insiste là-dessus, et d'ailleurs, je les salue. Faut-il aller sur des plateaux dont la ligne éditoriale est franchement contraire à la vôtre, et où on est sur un plateau qui risque d'être hostile? Il y a plusieurs possibilités. Il y a y aller et se battre. Moi, ça a toujours été ma ligne. Depuis 10 ans maintenant. Donc toi, tu irais sur un plateau Je vais sur tous les plateaux. BFM. Je vais sur tous les plateaux, sauf ceux qui me boycottent. Il y en a. Il y a des plateaux qui me boycottent. D'accord. Ouais. BFM TV, par exemple, me boycotte depuis des années. Parce que j'ai été en conflit avec RMC à une époque, et qu'à cette époque-là, RMC m'a blacklisté, et BFM TV aussi, et la fatwa n'a jamais été retirée. D'accord. Voilà. Ce qui est idiot, parce que les dirigeants de l'époque ne sont plus là. Donc en fait, c'est pour une vieille histoire, mais bon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Mais oui, je vais, de manière générale, je vais sur les plateaux où on m'invite, ouais. Je suis jamais allé chez Quotidien, c'est vrai, sur leur plateau, mais c'est parce qu'ils m'ont jamais invité, c'est pas parce que je les aime pas. Voilà. Et quand mais qu'est-ce qu'il fait sur tel ou tel plateau? C'est simple, on m'a invité. C'est aussi con que ça. D'accord. Et il y a une autre école qui est, il faut boycotter à partir du moment où on est à un certain niveau de désaccord avec la ligne éditoriale. Je comprends cette démarche, je la comprends complètement, intellectuellement. Je pense qu'elle ne marche pas et qu'elle contribue au fait que chacun reste dans sa bulle de confirmation. Je pense que c'est une mauvaise idée qui part d'une bonne intention, qui est de ne pas alimenter ce qu'on n'aime pas, etc. Mais en fait, il faut apporter la contradiction, parce que dès que vous êtes là pour apporter la contradiction, en fait, vous endiguez, au sens strict, mettre une digue, vous endiguez la prolifération en roue libre de ces idées avec lesquelles vous êtes en désaccord. Donc, de mon point de vue, en fait, si vous vous sentez capable de le faire, c'est pas facile. C'est fatigant. Si vous vous sentez capable de le faire, il faut y aller. Pour moi, je pense que ça relève du devoir, en fait. Si vous en êtes capable, si vous n'en avez pas l'estomac, ou les compétences rhétoriques et argumentatives, et de documentation, parce que vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Si vous en sentez pas les compétences, c'est une bonne idée de ne pas y aller. Mais si vous vous en sentez capable, il faut y aller. Moi, c'est ma conviction depuis longtemps. Et c'est pour ça que sur les plateaux, maintenant, on doit souvent te poser la question, pourquoi vous êtes pro-palestinien, etc. C'est pour ça que tu y vas et tu le dis clairement? Oui, alors là-dessus, c'est le résultat d'un cheminement personnel.
je te le disais tout à l'heure, Ouais. il y a, pendant longtemps, d'abord, j'ai appris tard que j'avais moi-même des origines ashkénazes. Je l'ai appris il y a 2-3 ans. Avant, je ne le savais pas. Pardon, c'est peut-être plus, peut-être 4 ou 5 ans. Voilà, en fait, ma mère a fait des recherches généalogiques. Et surprise, voilà, ça s'est fait comme ça. En même temps, bon, quand tu as des origines polonaises remontant à avant la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que tu as statistiquement approximativement une chance sur 5. C'est déjà de base. Donc, parce que des Ashkénazes en Pologne, avant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup en pourcentage de la population. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je me suis effectivement interrogé sur ce conflit. C'est un conflit qui me passionne depuis longtemps, depuis plusieurs années. J'ai toujours su, ça fait des années que je sais qu'un jour je vais parler sur ce conflit, mais je ne me sentais pas prêt. Je ne me sentais pas prêt en termes de maturité. Il y a 10 ans, j'en aurais parlé, j'aurais probablement dit des conneries parce que j'étais trop jeune dans ma tête. Donc j'ai attendu d'avoir la maturité à tout point de vue, émotionnel, intellectuel, idéologique, avant de m'exprimer là-dessus, parce que c'est vraiment l'un des sujets les plus... C'est vraiment... Il y a des sujets qui servent d'abcès à beaucoup de choses. Et vraiment, c'est pas un hasard si ça passionne tout le monde et si la plupart des gens deviennent dingues dès qu'on parle de ça. C'est parce qu'il y a énormément de choses qui se greffent là-dessus. Il y a la question du rapport aux Juifs. Il y a la question du rapport des Juifs à leur judaïsme. Il y a la question donc de l'antisémitisme, très clairement. Et du rapport aux Arabes aussi. Il y a la question du rapport aux Arabes, il y a la question du racisme envers les Arabes, il y a la question de la colonisation et de la décolonisation. Il y a tout ça qui se cristallise là-dedans. Il y a la question de la confluence des religions, mais aussi de la confluence des intégrismes. Il y a la question plus large du rapport à l'altérité. Il y a la question de l'essentialisation d'autrui, ou au contraire de la désessentialisation, pardon pour ce mot très barbare que je viens de formuler à l'instant. Mais ça me paraît tout à fait ça, c'est de dire on peut aussi désessentialiser les gens et voir l'autre comme votre prochain, comme diraient les chrétiens, et en fait fondamentalement votre semblable, ce qui, ne serait-ce que d'un point de vue naturel, est totalement vrai. Voilà. Et j'ai plus en commun avec n'importe quel être humain qu'avec n'importe quelle autre espèce. Donc voilà, c'est important à garder en tête. Voilà. Donc tout ça pour dire, quand je me suis senti prêt, je me suis dit bon voilà, je sais qu'un jour je vais en parler. Bon. Donc, et là est arrivé le 7 octobre et est arrivé toute la suite. Et je me suis dit, c'est important qu'en France, quelqu'un qui a mes origines fasse son coming out pro-palestinien. Que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Et pas seulement aux pro-palestiniens, se dit en passant. Que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Par ailleurs, si j'ai exprimé davantage mes positions là-dessus, c'est aussi parce qu'on m'a posé la question. Il y a ça aussi qui joue. C'est que jusqu'à récemment, j'étais dans une situation où on me sollicitait pour parler de la vie politique française et pour analyser la vie politique française, et où on m'interrogeait un peu, mais moins, parce qu'on n'avait pas encore l'habitude de cette évolution de ma carrière, c'est-à-dire de m'interroger sur les relations internationales. On le fait, mais beaucoup moins. Parce que pendant 10 ans, une dizaine d'années, j'ai été sur ça. Donc là, il y a eu cette évolution de mon propre parcours et donc des sujets sur lesquels les médias me sollicitent, qui m'a conduit à pouvoir être sur un plateau télé où on me pose la question et où je réponds. Et il se trouve que j'avais des choses à dire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et pour toi, c'est toujours possible 2 États, ou on n'y est plus là? Ah si, c'est possible. Il suffit que l'État d'Israël se retire en tant qu'État, que tous les colons israéliens s'en aillent et que tous les soldats israéliens s'en aillent. Et quand on me dit c'est pas possible, faut savoir qu'à l'époque de l'Algérie française, il y a 1 million de colons qui ont été évacués. C'est plus que le nombre actuel de colons israéliens dans les territoires occupés palestiniens. Donc la preuve que c'est faisable. Donc oui, de la même manière qu'il y a un certain nombre d'installations qui ont été purement et simplement évacuées à l'époque de l'Algérie française, bah oui, il va falloir faire pareil avec les colonies israéliennes en Cisjordanie, oui. Ne serait-ce que par respect du droit international qui dit qu'ils n'ont pas à être là. Alors, c'est simple en fait, c'est vraiment... Parfois on perd de vue des évidences. Tu es dans les territoires occupés de l'État souverain de Palestine. Tu n'es pas chez toi, va-t'en. C'est vraiment simple. Oui, mais non, mais il n'y a pas de mais.
Oui, mais quand même, il y a un problème d'insécurité, de terrorisme, etc. Absolument. Mais ça te donne toujours pas le droit d'occuper le territoire d'un autre pays. Voilà. Tu n'es toujours pas chez toi dans cet endroit-là. Toi, tu es chez toi dans les frontières normales de l'État d'Israël. On parle du droit international. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à trouver une solution? Alors, en fait, on l'a trouvé la solution. Elle existe déjà et elle a été définie plusieurs fois. Alors, la mise en place. Alors, la mise en place, c'est parce que le gouvernement Netanyahou et plus largement la force politique qu'il représente au sein d'Israël ne veut pas. Pas simplement au sein d'Israël, parce que les États-Unis aussi. Non, c'est vraiment ça qui bloque. D'accord. La preuve, quand le centre de gravité de la vie politique d'Israël penche vers on va faire un accord de paix, comme c'était le cas à l'époque de Rabin, eh bien l'accord de paix est signé et il commence à être mis en œuvre. C'est une démonstration très simple. Et pareil du niveau palestinien, il faut avoir un interlocuteur palestinien qui soit de votre côté et qui soit l'interlocuteur palestinien le plus fort. Donc les deux problèmes qui se posent, c'est le gouvernement Netanyahou et le Hamas. Et donc ça suppose que d'une part, du côté d'Israël, la force dominante soit une force qui veut la paix et l'évacuation des territoires occupés. Et donc l'évacuation des territoires occupés, c'est pas possible autrement. Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, pour être parfaitement clair. Toute la Cisjordanie, tout Jérusalem-Est et tout Gaza. Parce que ils sont pas chez eux, je le répète. Et d'autre part, il faut que la force dominante côté palestinien soit celle qui est prête à faire ça et pas plus. Et donc ça suppose, en l'état actuel des forces possibles, ça suppose de renforcer et d'aider par tous les moyens le Fatah et non pas le Hamas. Voilà. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde en réalité. En fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et quand on dit oui, mais les Palestiniens sont pro-Hamas, ce sont des sottises, les Palestiniens sont surtout désespérés. Oui. Et quand on rejoint des mouvements extrémistes, de manière générale, c'est par désespoir. Dans un contexte comme celui-là, veux-je dire. Voilà. Et donc, je pense que les Israéliens et les Palestiniens, de bonne volonté, ce que Cicéron appelait le consensus des gens de bonne volonté, doivent arrêter de raser les murs et doivent redresser la tête et doivent agir par tous les moyens. Alors, les Palestiniens, comment ils peuvent agir? Là, ils sont en pleine survie. Tout à fait. Donc c'est Israël en gros tout à qui fait, doit mais agir. pas tout à fait, mais en Cisjordanie, la situation n'est pas comparable. Hein. C'est pas du tout idyllique, hein, entendez-moi bien. Mais en Cisjordanie, il y a des capacités beaucoup plus fortes qu'à Gaza, c'est évident, d'organisation, de mobilisation, etc. Et donc, à mon avis, il devrait faire en gros comme Gandhi à l'époque de l'indépendantisme indien. Voilà. Des campagnes de désobéissance civile massive, des campagnes de boycott, etc. Parce que sans la force de travail palestinienne, vous savez, l'économie d'Israël, elle va tout de suite pas bien. Hein. On s'en rend pas compte, mais les travailleurs tout en bas de l'échelle de l'économie israélienne, ce sont les travailleurs palestiniens. Si vous les avez plus, vous êtes dans une situation qui est d'un coup vraiment dysfonctionnelle pour l'économie israélienne, qui par ailleurs de toute façon va mal, à l'heure où on parle, et ne tient que par perfusion de l'allié, enfin du protecteur américain. Il y a une crise du logement, il y a une crise des prix des biens de première nécessité, etc. etc. Donc ce que Gandhi avait compris, et il avait été à cet égard un brillant stratège, c'est qu'il était passé par l'économie, et donc par des campagnes de boycott, parce qu'il y a le boycott international, mais il y a le boycott aussi au niveau interne. Et donc il faut s'inspirer de l'exemple de Gandhi, et il faut s'inspirer de l'exemple de l'Afrique du Sud, au niveau national, la stratégie nationale et la stratégie internationale. Voilà. Après moi je dis ça, c'est facile hein, de dire ça de là où je me tiens, mais après tout c'est mon boulot, à la fois sous l'angle de l'analyse et de l'engagement intellectuel, de proposer des stratégies et de proposer des analyses. Donc, et de toute façon, voilà, je suis en contact avec beaucoup de Palestiniens en l'occurrence, et ils savent que j'exprime tout ça avec respect et fraternité. Voilà. Et du côté d'Israël, est-ce qu'on a déjà eu des partis qui ont justement voulu cette paix durable? Bah oui, Rabin.
Rabin était Premier ministre, hein, Mais après Rabin. la preuve. Ehud Barak a vraiment essayé. Ça a foiré de peu. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, à l'époque de Clinton, donc en l'occurrence, la négociation entre Barak et Arafat, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. C'est un énorme gâchis. Ils sont vraiment passés à ça. Et d'ailleurs, les négociateurs, là, ça les gens ne le savent pas. Et donc pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, renseignez-vous sur l'initiative de Genève. L'initiative de Genève, c'est au début des années 2000. Les négociateurs israéliens et palestiniens de l'époque Barak, Arafat, Clinton, ont décidé ensemble de continuer à se réunir pour finir le boulot de l'accord de paix et pour pouvoir dire, nous, représentants de la société civile des deux côtés, on a négocié pendant des plombes entre gens sincèrement de bonne volonté et sincèrement raisonnables, et on est arrivé à tel accord. Et ils ont réussi, c'est-à-dire que l'accord de paix faisable, il existe. C'est l'accord de paix de l'initiative de Genève. Et j'invite tous ceux qui veulent une solution, et non pas juste dire c'est tel camp qui a raison, à lire leurs travaux. Parce qu'ils proposent des choses vraiment intelligentes en matière d'échange de terres, en matière de statut de règlement de la question des réfugiés palestiniens, des exilés palestiniens, en le sort de Jérusalem, etc. etc. Je ne vais pas faire un topo détaillé, mais voilà, c'est vraiment à lire, parce qu'en fait, à mon avis, la meilleure proposition qui soit sur la table, c'est celle-là. Et tu penses que dans quelques années, on va pouvoir reconstruire la Palestine ? Rien n'est écrit, en fait. Il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce qu'on peut croire. Il n'y a pas de fatalité. Il y a une somme de contraintes dans lesquelles nous autres, pauvres diables, on fait tous notre chemin. Dans ce contexte-là, il faut avoir une approche existentialiste de l'existence, justement, c'est-à-dire et volontariste. Donc, on va... Comment vous dire ça ? On voit quelle est la situation, on voit les rapports de force, les paramètres, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, etc. Et on identifie clairement quel objectif on a. Et l'objectif ne doit jamais être je veux absolument l'intégralité de ce que je souhaite. Parce que ça mène à vouloir exterminer l'adversaire. Toujours. Donc ça, c'est infantile ou intégriste, ou les deux. Non. Donc il y a, une fois que je sais que c'est ça que je veux, et une fois que je comprends ce que veut l'autre et pourquoi, il faut se mettre autour d'une table. C'est pas très original ce que je vais dire, mais ça a toujours marché. Il faut se mettre autour d'une table, se parler, s'écouter et se mettre d'accord sur quelque chose qui va coûter des sacrifices aux deux. C'est toujours comme ça. Pourquoi ce qui est évident dans une vie de couple est si compliqué à comprendre en politique internationale ? Parce que pourtant la logique est la même. Citez-moi un seul couple qui arrive à fonctionner sans se faire des concessions en permanence et sans dialogue. Donc en fait, on a tous l'expérience de ça. Eh bien, les relations internationales, c'est la même chose avec des enjeux plus graves. Il faut négocier, s'écouter, se parler, se comprendre et se faire mutuellement des concessions. Voilà. Sinon, il n'y a pas de coexistence possible. Voilà. Alors on peut aussi se taper sur la gueule, se bombarder la gueule, mettre des bombes sur des civils, que ce soit des bombes aériennes ou des bombes dans des cafés ou des bus. On peut continuer comme ça, oui, mais bon, ça marche pas. Enfin, ça n'aboutit à rien en réalité. Donc c'est une approche, en plus d'être immorale, elle est stupide. J'insiste là-dessus. C'est stupide. On n'arrivera à rien par cette méthode-là. Donc il faut, tout de suite, pas demain, pas en mettant des préalables à la con qui n'aboutiront, qui ne font que bloquer les choses. Oui, j'accepterai de me mettre à la table si... Non. Tout de suite, autour de la table. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Donc voilà, tout de suite, autour de la table. Avec toutes les revendications possibles et imaginables. Et on ferme la porte à clé et quand vous sortez, vous avez un accord. Point. Il n'y a que cette méthode-là qui marche. Qu'est-ce que tu penses de la situation de l'homme arabe en France ? Comment est vu l'homme arabe en France ? Même à l'international, parce que pour le coup, là, c'est... Alors en France, j'ai écrit un bouquin là-dessus, il y a quelques années, qui s'appelle Islamopsychose. Et ma théorie là-dessus s'appelle la théorie de l'effet boule de neige de la haine. À l'heure actuelle, il y a un bouc émissaire collectif de tout ce qui ne va pas dans ce pays, et ce sont les Maghrébins.
Il y a plusieurs raisons à ça, hein, et les principales raisons pour lesquelles il y a ce rôle de paratonnerre des tensions et des problèmes de la société, c'est que la France, elle n'est pas en déclin, mais elle est en déclin relatif. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui la dépassent et elle progresse économiquement en termes de développement, en termes de richesse, de prospérité, etc. Mais elle progresse de moins en moins fort et de moins en moins vite. Et pendant ce temps-là, il y a des pays qui lui passent devant. L'Inde, par exemple, lui est passée devant. Il y en a d'autres qui vont continuer comme ça et elle passe. Quand j'étais petit, on m'apprenait que la France était 4e ou 5e puissance mondiale. 4e, je crois, de mémoire. Bon, maintenant, on est 7e, je pense, de mémoire. Et ça va continuer à descendre. Et c'est normal. Et on le sent collectivement et on le vit très mal. Et quand on vit très mal une situation de décadence pas morale, hein, je ne suis pas dans ces trucs-là, moi, du tout, mais de décadence relative, de déclin, c'est ça le mot que j'ai cherché, de déclin relatif, en tant que puissance, plutôt que de se remettre en cause en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que civilisation, etc., on va plutôt montrer du doigt un bouc émissaire qui va nous éviter de nous regarder dans la glace et de nous remettre en question, nous. Voilà. Il est plus simple de montrer du doigt les Maghrébins comme étant responsables de tout ce qui ne va pas dans ce pays, plutôt que de se dire, par exemple, que si la France n'est plus une puissance dominante, par exemple, en Europe, c'est peut-être, entre autres raisons, parce que quand l'Allemagne nazie est arrivée, on s'est rendu presque tout de suite, sans combattre. Ça, c'est désagréable à entendre et à rappeler. C'est plus simple de dire que si la France n'est plus une puissance de rang mondial, c'est à cause des Arabes, ce qui est complètement stupide. Voilà. Par ailleurs, il y a un héritage colonial, bien sûr. C'est un des derniers tabous dans ce pays. Et pour cause, parce que ça fait très mal de mettre le doigt là-dessus, mais c'est un des derniers tabous. On a à peu près digéré, on arrive maintenant à peu près à regarder en face que le gouvernement français, la police française, la SNCF bien française, etc., ont participé activement et proactivement à l'extermination des Juifs d'Europe. Ça va, on arrive à le regarder en face. Bon. En revanche, on ne regarde toujours pas la colonisation comme ce que ça a été. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que à un moment, dans l'histoire des grandes puissances européennes, elles ont été en mesure, de par leur avancée technologique essentiellement militaire et industrielle phénoménale, ils ont été en mesure de dominer la planète entière et de se partager la planète entière. C'est ça qui s'est passé, c'est tout. Et dans ce contexte-là, les classes dirigeantes de ces pays-là, de ces puissances-là, à leurs propres yeux, pour pouvoir se regarder dans une glace, et aux yeux de leur propre population métropolitaine, ils avaient besoin de se raconter une histoire, qui était l'histoire de, oui, en même temps, ce sont des barbares, des êtres inférieurs, à tout point de vue, et quelque part, c'est donc normal qu'on les domine. Et dans certains cas, dont la France, ils ont ajouté, d'ailleurs, on fait ça pour leur bien, pour les civiliser, pour les emmener vers le progrès. Bon. Alors, on est très très loin de la colonisation, il y a eu la décolonisation, etc. Il y a un autre problème qui est le néocolonialisme, mais bon, ça on en parlera une autre fois, c'est un sujet en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les civilisations, dans nos civilisations, une mythologie qui a été construite pour répondre à un besoin à une époque, un besoin malsain, entendez-moi bien, qui était voilà, de discréditer les êtres humains des pays colonisés pour pouvoir justifier à nos propres yeux la colonisation. Oui. Cette mythologie, c'est pas parce qu'elle n'est plus du tout adaptée aux enjeux d'aujourd'hui que cette trace, son impact ne perdure pas. Ce que je veux dire par là, c'est que cette mythologie qui a été créée pour ça, hein, c'est presque un mécanisme d'autodéfense et de déni par rapport à ce qu'on fait de dégueulasse à des gens. Ce mécanisme-là, on en garde des traces, c'est-à-dire qu'il y a dans l'inconscient collectif des anciennes puissances coloniales, de manière très profonde, l'idée que les Maghrébins et les Noirs sont des paresseux, des sous-hommes, enfin pas des sous-hommes au sens nazi du terme, mais des sous-hommes au sens des gens sous-développés, quoi. Oui. Oui, voilà, des feignasses, des mauvais, des gens qui foutent rien, des gens à qui il faut botter le cul pour aller bosser, etc. Et tout ça, c'est de la légende coloniale en réalité, qui est restée jusqu'à nos jours. Et les gens qui subissent ça s'en rendent très bien compte de cette condescendance aussi. L'espèce de condescendance, le paternalisme colonial
qui est en fait du racisme bienveillant, mais c'est du racisme quand même, ça date de ça aussi. L'idée que quelque part, on a besoin de parler avec cette façon doucereuse et très paternaliste, voilà, c'est ça, de parler aux Noirs et aux Arabes comme s'ils n'étaient pas vos égaux, c'est-à-dire que vous êtes en train de les traiter comme des des grands enfants qui sont sous votre protection. C'est ça. C'est vraiment fatigant en fait. Et je suis moi stupéfait de voir à quel point les populations des anciennes puissances coloniales, et j'inclus là-dedans les États-Unis, puisque les États-Unis aussi ont eu des colonies, et puis ils ont eu l'esclavage en interne. Oui. Les mecs, ils n'ont pas réfléchi à moyen terme, hein, parce que le 21e siècle va pas être un siècle blanc. Hein. Et donc, en fait, comment on peut à ce point ne pas se placer du point de vue de l'autre? C'est ça que je trouve délirant. Et comment on peut à ce point ne pas comprendre que la France a toujours été multiculturelle et qu'elle le sera toujours, au sens du foisonnement des expressions culturelles, mais que la culture française a toujours été la somme de ces expressions, et que donc il y a une culture française, et elle évolue en permanence. Et bon, accessoirement, moi je trouve que l'apport maghrébin et subsaharien à la culture française a été largement positif, et qu'il l'est encore, dans l'évolution de notre vocabulaire, de notre culture au sens les arts. Voilà, moi je suis très content, je trouve la France plus intéressante aujourd'hui que dans les années 50. Voilà. Et j'observe que les gens qui disent que les Maghrébins et les Noirs ne sont pas intégrés à la vraie France, etc., tous ces gens ne tiendraient pas 5 minutes dans la France des années 50, en particulier les femmes, les homosexuels, etc., n'arriveraient pas à s'intégrer dans la France, bien de chez nous, des années 50. Elles seraient insupportables tout de suite. Voilà. Bon, c'est une question qui est... on peut en discuter pendant des heures, mais c'était important aussi de savoir quelle position a l'homme arabe en France, parce que moi je peux faire le lien avec justement les médias et comment est traitée l'information à chaque fois qu'on peut parler des hommes arabes. Enfin, là, en l'occurrence, là, on peut parler de la Palestine, etc., où on se dit, bon, on en parle dans les médias, mais pas comme on le devrait, parce que finalement, les images, on les découvre sur les réseaux sociaux. La réalité, on la découvre sur les réseaux sociaux, les médias, enfin le BFM TV, etc., pour ne pas les citer, c'est autre chose encore. Inconsciemment, je pense vraiment, et ça m'attriste beaucoup, que inconsciemment, les anciennes puissances coloniales ont un effet d'identification à Israël, qui a une démarche de colonisation dans les territoires occupés palestiniens. Et réciproquement, c'est pas un hasard si, de manière massive, les populations des pays décolonisés s'identifient tout de suite à la Palestine, et alors en particulier les Arabes, mais pas seulement. Pas seulement, dans le monde entier en fait. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est stupéfiant de voir à quel point on ne se rend pas compte que sur la question israélo-palestinienne, en fait l'Occident est minoritaire. La position majoritaire dans le monde, à la fois dans l'équilibre des puissances, mais aussi dans la population totale mondiale, penche largement du côté palestinien. En fait, quand je suis sur une position pro-palestinienne, c'est moi qui suis majoritaire, à l'échelle planétaire, je veux dire. Voilà. Donc, il y a vraiment un déni qui me rappelle, moi, historiquement, j'étais pas là, mais j'ai étudié ça, qui me rappelle le déni des partisans de l'Algérie française, en fait. Et d'ailleurs, il y a souvent des arguments en faveur de la politique du gouvernement Netanyahou, qui ont l'air d'être des copier-coller des arguments des partisans de l'Algérie française. De dire, mais vous vous rendez pas compte, on vit tous en harmonie et en paix en Israël, etc. Voilà. Ou de dire, mais de toute façon, heureusement qu'on est là, il n'y avait rien avant qu'on arrive. C'est littéralement un argument de partisans de la colonisation d'Algérie. Donc c'est toujours c'est fou. Et ils s'en rendent même pas compte. Bon, cette entrevue se termine. Je te remercie, Thomas, d'être venu jusqu'ici, puis nous faire part de tes positions. Et elles sont claires. Et ça fait quand même chaud au cœur, parce que pour le coup, là, de plus en plus de voix s'élèvent. Et finalement, ta voix, plus une autre voix, montre qu'en France, effectivement, les intellectuels sont aussi dans une réalité, la réalité du peuple, on va dire, parce que c'est vrai que le peuple en général, c'est censé être notre boulot, hein. C'est censé être notre boulot.
Je pense à des gens comme Sartre, par exemple, en Mhm. son temps. Et moi, j'essaye de m'inscrire dans cette continuité-là, avec toute l'humilité, de ne pas me prendre pour Jean-Paul Sartre, mais en tout cas de l'avoir pour modèle à plein d'égards. Bon. Ben, c'était Thomas Guénolé dans Les gens comme vous. Alors, dernière question, l'émission s'appelle Les gens comme vous. Mhm. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à des gens comme nous? Ne baissez pas les yeux, Mm. ne rasez pas les murs, euh, parce que c'est très important de ne pas intérioriser la domination. Voilà, moi c'est ça mon conseil. Je te remercie, Thomas.